rien ne pouvait laisser présager ce qui allait se produire au cœur du Donetsk. Ce qui avait commencé comme une avancée russe calculée, presque présentée comme inévitable par ses commandants, s'est transformé en une humiliation tactique que peu auraient imaginé. La manœuvre qui visait à étrangler Pokrovsk a tourné d'une manière si inattendue que même au sein du Kremlin sont apparus des murmures gênants. En l'espace de quelques heures, l'Ukraine a transformé le piège russe en un corridor vital qui soutient désormais la résistance à Myrhorod. Et le plus surprenant, elle l'a fait sans perdre un seul soldat. La Russie était partie convaincue d'avoir trouvé la clé finale pour briser le front ukrainien. Ses commandants assuraient que la prise de Pokrovsk n'était qu'une question de temps et que rien ne pourrait empêcher la fermeture de l'encerclement qui avançait lentement comme un poing qui se resserre avant le coup définitif. Pourtant, ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que l'Ukraine retournerait contre eux leur propre méthode, transformant la classique tenaille en une occasion de reprendre son souffle là où elle en avait le plus besoin. De fait, comme l'a commenté un haut officier européen lors d'une réunion privée, ce qu'ils ont fait à Myrhorod fut une gifle stratégique que personne n'avait vu venir. Transformer l'encerclement adverse en bouée de sauvetage est quelque chose que l'on n'enseigne pas, cela s'improvise avec génie. Pendant que la Russie concentrait tous ses efforts pour achever la pince autour de Myrhorod, ne laissant qu'un petit corridor ouvert, l'Ukraine réorganisait soigneusement son échiquier. L'attention russe s'était déplacée vers Myrhorod et Dobropilia, et ce déséquilibre fit que certaines de ces unités perdirent de vue le véritable objectif ukrainien. C'est précisément là qu'est née la contre-stratégie, une feinte si bien exécutée qu'elle trompa capteurs, drones et commandements ennemis. Le plan russe paraissait simple, mais mortel. Comprimer Myrhorod, étrangler tout issue et ouvrir un chemin direct vers Pokrovsk depuis le nord. À la mi-novembre, même des rapports internationaux confirmaient qu'il restait moins de 3 km libres pour que les forces ukrainiennes puissent s'échapper. C'était le genre de moment où la moindre erreur pouvait sceller le destin d'une ville entière. Et pourtant, l'Ukraine a misé sur une manœuvre risquée. Attaquer là où l'ennemi se croyait invulnérable et simuler un contre-attaque massif qui n'a jamais existé. Ce fut ce mélange d'audace, de surprise et de psychologie militaire qui finit par démonter les attentes russes. Le premier coup fut porté par l'armée de l'air ukrainienne près de Rodinsk, où des drones russes avaient réussi à se positionner dans un ancien complexe minier. La détection aérienne ukrainienne permit d'identifier les opérateurs ennemis qui tentaient d'établir un nouveau point de contrôle. À cet instant, Kiev ordonna une frappe chirurgicale. Un Su-27 lâcha une JDAM américaine qui tomba avec une précision brutale. Les signaux radio s'éteignirent en un seul éclair. Quelques minutes plus tard arriva le second coup. Une autre JDAM s'écrasa sur un groupe russe qui tentait de fortifier un bâtiment. Elle détruisit non seulement la structure improvisée, mais emporta avec elle plusieurs commandants qui dirigeaient les incursions vers Rodinsk. Cette perte fit complètement dérailler la coordination russe. Pendant ce temps, un autre groupe ennemi tenta de se regrouper sous le brouillard épais qui recouvrait la zone. Mais l'Ukraine utilisa ce même climat comme un manteau qui camouflait ses mouvements. Elle déploya un véhicule blindé pour avancer en profitant de la faible visibilité qui gênait l'action des drones FPV russes. Le résultat fut sans appel. Les soldats russes furent éliminés et les chars qu'ils avaient réussi à infiltrer furent détruits. Au milieu de l'opération, un commandant d'infanterie ukrainien déclara confidentiellement « Ils ont trop fait confiance à leurs drones, mais le brouillard était notre allié. Nous l'avons utilisé pour les écarter de l'équation. » Les Russes ne tardèrent pas à tenter une nouvelle offensive. Ils installèrent des troupes à l'intérieur d'un complexe industriel, cherchant à le transformer en nouvelle plateforme d'attaque. L'Ukraine répondit comme précédemment. Une JDAM tomba sur la structure, bien que la première bombe ait été déviée par l'intervention de systèmes de guerre électroniques russes. La seconde, en revanche, frappa en plein cœur et nettoya totalement la zone. Rodinsk, bien que momentanément hors de danger, restait dans l'œil du cyclone. Ce fut alors que l'Ukraine prit la décision la plus audacieuse de toute l'opération, organiser une attaque factice. Une assaut simulée avec des troupes se déplaçant de façon visible, émettant des signaux, se dirigeant vers des positions qui semblaient être le prélude d'une véritable offensive. La Russie mordit à l'hameçon sans se poser de questions. Elle déplaça des réserves, recula sur plusieurs points et détourna son attention là où l'Ukraine voulait qu'elle regarde. Et où il ne se passait rien. Comme l'expliqua un analyste de sécurité balte, la feinte fut si réaliste que le renseignement russe déplaça des unités qui n'auraient jamais dû quitter la ligne initiale. Cela laissa d'énormes trous.
Ce retrait partiel isola les soldats russes qui étaient en train d'être encerclés par l'Ukraine depuis déjà un moment. Des troupes ennemies se retrouvèrent piégées, sans renfort et sans possibilité de s'échapper. La Russie ne se rendit pas compte qu'elle abandonnait ses propres hommes pour défendre une attaque qui n'avait jamais eu lieu. En même temps, l'Ukraine profita de la confusion pour jouer sa pièce la plus importante. Les rotations à l'intérieur de Myrhorod. La manœuvre consista à évacuer les blessés, faire entrer des unités fraîches et réapprovisionner en munitions et en vivres. Le corridor de sortie, que la Russie tentait de fermer totalement, se transforma soudain en une artère qui resta ouverte assez longtemps pour fortifier la ville. Données opérationnelles essentielles de la tactique ukrainienne. Transfert simultané du personnel blessé vers des zones sécurisées. Introduction de nouvelles compagnies équipées pour le combat urbain. Envoi de chargement complet de munitions anti-blindage. Utilisation d'appareils de brouillage électronique pour couvrir les convois. Coordination de routes parallèles afin d'empêcher les embuscades russes. Éléments qui ont favorisé la chute de la Russie dans le piège, excès de confiance dans le fait que la tenaille se refermerait sans résistance réelle. Dépendance excessive aux drones dans des conditions météorologiques défavorables. Communication imparfaite entre commandements dispersés sur 3 fronts distincts. Interprétation erronée des mouvements ukrainiens conçus pour simuler des attaques. Concentration des unités russes sur Pokrovsk, affaiblissant d'autres secteurs. Myrhorod s'est retrouvée renforcée précisément au moment où elle semblait condamnée à être étouffée par l'encerclement russe. Les soldats, épuisés il y a seulement quelques jours, disposaient désormais de ravitaillement, de couverture et d'unités neuves qui leur permettaient de tenir face à un nouveau cycle d'attaque. Un colonel ukrainien, dont l'identité n'a pas été révélée, a déclaré après l'opération. Il regardait vers Dobropilia. Il ne voyait pas ce qui se passait à Myrhorod. Nous leur avons laissé croire que la panique nous dominait. Au même moment, la Russie restait empêtrée à Pokrovsk. La pression sur la ville persistait, mais les Russes ne se rendirent pas compte que leur propre fixation servait de leurre pour la plus grande tromperie. Même lors d'une attaque nocturne massive avec plus de 100 drones et plusieurs missiles, la défense ukrainienne parvint à en abattre presque la totalité. Cet effort russe empêcha une grande partie de ses unités d'observer ce qui se passait réellement au nord. Une source proche du commandement de l'OTAN a déclaré « La Russie était si occupée à pousser vers Pokrovsk qu'elle n'a pas détecté que Myrhorod recevait des renforts. » C'est l'ironie la plus douloureuse pour eux. Mais l'impact ne s'arrête pas là. Avec l'arrivée de l'hiver ukrainien, les températures vont descendre sous zéro, freinant les avancées russes en terrain ouvert. L'Ukraine n'avait besoin que de tenir jusqu'à ce que le climat fasse son œuvre. Grâce à la ruse, elle est désormais mieux placée pour affronter les mois les plus froids. Le président d'une commission de défense européenne a déclaré « La fenêtre qu'ils ont ouverte à Myrhorod change complètement la vitesse de la campagne. La Russie devra payer un prix très élevé en vies humaines si elle veut continuer à pousser. » Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Depuis le début des combats pour Pokrovsk, la Russie a perdu des dizaines de milliers de soldats. Des rapports occidentaux évoquent des chiffres impressionnants, avec des estimations qui dépassent largement les 100 000 hommes entre blessés et morts dans ce seul secteur. L'offensive de l'année précédente, qui devait être la grande percée russe, s'est transformée en ce que de nombreux analystes qualifient de broyeur humain. C'est pourquoi le mouvement ukrainien à Myrhorod pourrait prolonger encore davantage l'agonie stratégique russe. Si Myrhorod tient durant l'hiver, la Russie devra dépenser ressources, temps et vie pour tenter de refermer la tenaille au printemps. Or, la morale russe est déjà atteinte, et ses lignes logistiques sont de plus en plus vulnérables à l'artillerie et aux drones ukrainiens. Les experts le résument ainsi. L'Ukraine n'a pas besoin de gagner immédiatement. Elle doit simplement résister assez longtemps pour user la Russie à un rythme que Moscou ne pourra pas soutenir indéfiniment. Un message clé est venu d'un conseiller militaire ukrainien. L'objectif n'est pas de conserver chaque mètre. L'objectif est d'épuiser l'envahisseur jusqu'à ce que sa machine s'arrête. Et Myrhorod est désormais un rempart plus difficile à briser qu'il y a une semaine. Le tournant tactique ukrainien n'a pas seulement stoppé la tenaille russe à Myrhorod, il a affaibli la capacité de Moscou à maintenir son offensive principale sur Pokrovsk. Avec les deux fronts reliés par des corridors logistiques sous contrôle, l'Ukraine a accompli quelque chose d'extraordinaire. Transformer la stratégie même de l'ennemi en bouclier qui protège désormais ses points les plus vulnérables. L'aube suivante n'apporta aucun répit. Dans les couloirs souterrains du centre de commandement improvisé,
Les lumières vacillaient comme si l'électricité elle-même ressentait la tension qui flottait dans l'air. Les analystes, épuisés, continuaient à croiser les données tandis que les écrans affichaient routes, coordonnées et signaux interceptés qui, loin d'éclaircir la situation, la rendaient encore plus inquiétante. À 4h10, un message urgent fit irruption dans la salle. Un drone ukrainien signalait des mouvements inhabituels près du point où, quelques heures plus tôt, la ligne russe avait été rompue. Ce qui était étrange, ce n'était pas le mouvement en soi, mais la direction. Des unités russes reculaient de façon irrégulière, comme si elles n'obéissaient plus à des ordres centralisés. Certaines fuyaient, d'autres semblaient errer sans but. Et au milieu de tout cela, des silhouettes isolées paraissaient agir de leur propre chef. Un colonel ukrainien résuma la scène d'une phrase qui resta gravée dans toutes les mémoires. Ce n'est pas une retraite, c'est la perte de contrôle. Parallèlement, à Moscou, une panique silencieuse commençait à se répandre parmi les fonctionnaires de second rang. Bien que la version officielle parlât d'un regroupement stratégique, les appels internes révélaient une autre réalité. Plusieurs brigades ne répondaient plus, certains systèmes avaient été sabotés de l'intérieur et plusieurs officiers clés avaient disparu sans laisser de traces. À Kiev, les commandants ukrainiens débattaient. Fallait-il saisir l'opportunité ou attendre? Le risque était immense. Une offensive prématurée pouvait causer d'énormes pertes. Mais frapper au moment exact aurait un effet dévastateur sur l'ennemi. Pendant ce temps, de nouvelles écoutes arrivaient. L'une d'elles, particulièrement troublante, révélait la conversation d'un officier russe qui parvenait à peine à garder une voix ferme en décrivant ce qu'il voyait. « Nous ne savons plus qui commande. Chaque unité répond à quelqu'un d'autre, si elle répond. Il y a des groupes qui avancent seuls. Certains tirent sans raison. On dirait qu'ils ont perdu la chaîne de commandement. » L'incertitude grandissait quand, soudain, un satellite capta un schéma étrange dans la zone critique. Des formations russes se déplaçaient en cercle, comme si elles avaient reçu des coordonnées contradictoires. Personne ne comprenait ce qui se passait, jusqu'à ce qu'un analyste ukrainien lance une hypothèse qui provoqua un silence total. Ce n'est pas un chaos naturel, c'est une manipulation interne. À cet instant, tout s'éclaira. La résistance interne russe, dont on parlait tant en rumeur mais que personne n'avait confirmé, venait de frapper de l'intérieur au pire moment pour le Kremlin. Et si c'était vrai, l'Ukraine assistait non seulement à une erreur tactique, mais au début d'une fracture historique. Signe confirmant la fracture interne, 1. Unités russes opérant dans des directions opposées sans raison apparente. 2. Sabotage simultané dans des dépôts de ravitaillement. 3. Communication brouillée depuis des sources non identifiées. 4. Officiers clés disparus ou injoignables. 5. Mouvements erratiques captés par drones et satellites. La tension était insoutenable. Il savait qu'il se trouvait face à la décision qui définirait non seulement une bataille, mais l'ensemble du cours de la guerre. Lorsque l'horloge afficha enfin 5 heures, le commandant en chef ukrainien donna l'ordre qui glaça le sang de tous dans la salle. Préparez l'opération. Le dernier acte commence. Merci d'avoir regardé la vidéo. Nous vous souhaitons une excellente semaine depuis Europe d'Acier. À bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.